territoire communal pour aller dans le sens qui a été défini par notre municipalité, c'est-à-dire soutenir tous les efforts possibles pour améliorer l'accessibilité, favoriser l'aide aux personnes qui sont handicapées. Et évidemment, ce projet qui est conduit par l'adjoint aux affaires sociales, mon ami Patrick Loriquet, est un projet qui s'inscrit bien dans ce sens-là. Et puis surtout, vous nous parlerez effectivement de cette nouvelle avancée et de cette possibilité que nous avons à l'Armor, eh bien, de prendre toute notre part dans cet effort que nous avons engagé il y a maintenant 3 ans. Merci d'être là, d'avoir choisi notre commune pour cet événement. On est quand même très très fiers. On prône l'accessibilité et le handicap depuis 3 ans. Vous avez pu le remarquer au quotidien, tant sur les plages. On a 2 plages sur 3 du Morbihan labellisées Handiplage, l'accessibilité de la voirie, la communication, etc. On va labelliser également un sentier de randonnée, le plan sentier de randonnée l'Armorien dès que possible. Et ça permet à toute personne en situation de handicap, quel que soit le handicap, d'être pris en charge, d'être considéré. Et voilà. Et on essaie de prôner à l'aide également, je vois Claudine Brassier qui est donc la référente accessibilité de l'agglomération. Donc on est très aidé également et en fait on commence à servir un peu de référence sur l'Armor, donc on est assez fiers, mais bon, restons modestes parce qu'il reste quand même beaucoup de chemin à parcourir. Donc merci à vous, c'est surtout ce genre d'innovation qui va nous servir et qui va servir à un nombre de personnes, puisque je sais que vous avez travaillé auparavant sur les personnes même malvoyantes, là c'est les personnes en situation de handicap moteur, donc il y a quand même plein de choses à faire et les choses se font, donc c'est assez fabuleux. Donc merci à vous tous, merci pour votre présence et puis bonjour à toutes et à tous. Déjà, je vous remercie d'être aussi nombreux et nombreuses à être venus nous voir. On vient de l'université Paris-Saclay. On a plutôt coutume de travailler un peu dans notre coin, parfois avec le vent de face, si je puis dire, une expression que vous devez avoir l'habitude de connaître ici, voilà. Et c'est vrai que là, c'est un peu incroyable ce qui se passe parce que on a rencontré, c'est Jean-Charles plutôt qui nous a rencontrés en ayant eu écho de nos recherches sur une petite communication dans une fête des sciences à laquelle on participait sur l'université. On s'est rencontrés, on a rencontré son amie Véronique et on a commencé à travailler ensemble sur l'adaptation de ce qu'on fait pour Véronique. Et c'est dans ce cadre-là que on a été mis en contact aussi avec Edouard et avec la NASA, comme on aime à l'appeler, une nouvelle association Santiago Accessible, n'est-ce pas, qui nous permettent d'avancer, parce que la recherche, forcément, c'est de la recherche, mais c'est aussi de la recherche de financement. Donc quand on a des partenaires aussi volontaires et motivés que l'association Santiago Accessible, c'est toujours un plaisir. Et quand en plus on est accueilli par la localité, de la manière dont on est accueilli, alors là c'est un nouveau monde qui s'offre à nous. Maintenant je vais vous parler un petit peu du projet. Alors, créateur de la canne électronique pour déficients visuels, qui a été mon directeur de thèse sur ce sujet-là, qui est à l'initiative d'une certaine manière de ce sujet-là. La genèse de ce projet, c'était une variante des cannes électroniques pour déficients visuels. C'est-à-dire qu'à travers les travaux de René et d'un de nos collègues qui est non-voyant, ils avaient rencontré plusieurs jeunes qui étaient à la fois malvoyants et à la fois en situation de handicap moteur. Et donc, comment on se déplace à l'intérieur d'un centre comme ça, c'est compliqué. Première phase de bricolage qui a permis d'adapter des cannes électroniques ou une variante sur les fauteuils manuels. Et moi, c'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré René qui m'a dit il y a ce truc-là à explorer, essaye de voir quoi faire. Et l'histoire veut que moi, pendant mes études, à côté de mes études, je travaillais comme gardien de nuit pour financer mes études, comme gardien de nuit dans un centre de rééducation pour jeunes en situation de handicap lourd. Au fur et à mesure qu'on développait ce projet qui était à la base pour les malvoyants en fauteuil, moi ça m'a fait écho à ce que j'avais croisé à ce moment-là, et donc je me suis rapproché du centre dans lequel je travaillais à l'époque, et c'est ensemble, en fait, avec ce centre, dans les 6 premiers mois du projet, qu'on a pris conscience qu'au-delà des personnes déficientes visuelles qui avaient besoin d'aide pour se déplacer en fauteuil, il y avait tout un tas de personnes avec tout un tas de variants, de nuances, si je puis dire, dans leur pathologie, qui conduisent à ce qu'elles ne conduisent pas justement un fauteuil roulant électrique, ou en tout cas qu'ils ne puissent pas le faire tout en restant en sécurité. Des troubles de la commande motrice, où on va avoir une commande de la main qui est un petit peu incertaine et donc qui peut engendrer des erreurs avec le fauteuil roulant électrique. Le fauteuil roulant électrique, je pense que dans la salle il n'y a que des personnes assez sensibilisées, mais en moyenne c'est autour de 150 kg.
Ça peut aller jusqu'à 10 km/h, c'est fait pour passer les battues de trottoir, monter les pentes, etc. Donc ça a une bonne puissance moteur. Donc on comprend bien que dès qu'il peut y avoir une erreur de pilotage, qu'elle soit en termes de collision avec des personnes autour de soi, avec son infrastructure, il peut vite y avoir des dangers pour la santé de l'utilisateur, mais aussi pour les infrastructures autour. Et dans le deuxième problème qui avait été identifié par les centres avec lesquels on travaillait, c'était tout ce qui était de l'ordre du basculement du fauteuil. En fait, il y avait beaucoup de personnes qui utilisaient le fauteuil roulant électrique pour faire la promenade en extérieur ou pour faire la commission à côté, aller à la boulangerie, des choses comme ça. Et en fait, l'un des points cruciaux était le fait de pouvoir longer un trottoir, notamment la partie haute du trottoir. Et c'était souvent là qu'on voyait des situations de basculement où le fauteuil passait sur la chaussée et l'utilisateur pouvait tomber du fauteuil. Un autre ici de la même chose. Ça, c'est les deux boîtiers chargés de l'anticollision, donc détecter les obstacles. Et ici, on a un boîtier de laser, et ça, c'est ce qui est censé détecter les dénivelés, donc la planarité du sol. Et donc, qui évalue si le passage d'un dénivelé à un autre est dangereux ou non. Et à l'arrière, on a, alors pour l'instant, on a la même chose à l'avant, mais que pour l'anticollision. Alors, pour faciliter le débugage, c'est moi qui ai rajouté. Ça, c'est pas censé être accessible à l'utilisateur. On a des boutons qui permettent d'activer ou de désactiver les ralentissements ou les arrêts du fauteuil. Donc ça, c'est pour plusieurs raisons. Soit moi, quand je veux faire du débugage, là, je vais monter dans la chaise, vous voyez, je continue à avancer, et ralenti, je fais entrer en contact doucement avec la chaise. Je vais le refaire en prenant un peu plus de vitesse. Alors là, il y a des capteurs à l'arrière, donc il va me ralentir aussi progressivement au fur et à mesure où je vais me rapprocher du mur. C'est un peu comme le radar de recul des voitures, mais là qui agit directement sur la commande et selon la direction du joystick. C'est-à-dire que si derrière moi j'ai un obstacle à droite, c'est que la marche arrière qui va à droite qui va être ralentie, mais celle qui va à gauche, elle va être autorisée. Voilà. Donc je retente, voilà. Là j'avance. Voilà. Et ça c'est la vitesse que je vous disais qui était de contact sans problème. Essayez de me faire du rentre dedans. Je vais faire Là, ça va freiner ça. Il y a deux natures de capteurs. Il y a des capteurs qui utilisent la lumière et d'autres qui utilisent les ondes ultrasoniques, donc des capteurs à ultrasons. Donc la taille de l'objet va favoriser la détection, mais disons qu'il y a aussi sa couleur qui peut rentrer en jeu, sa matière, selon le capteur duquel on parle. Donc typiquement, l'obstacle qui peut être un peu fin et sombre, c'est quelque chose qui est problématique pour le capteur infrarouge, mais pour le capteur ultrason, normalement, il ne pose pas de problème. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est surtout avec le passage de porte. Moi, l'exercice que j'aime bien faire, alors est-ce que je me mouille devant vous ou pas? L'exercice que j'aime bien faire, je ne sais pas quel écart de porte c'est, mais bon, je pense que le fauteuil doit être capable. Une bonne manière de simuler des erreurs naturelles, c'est de se couper la vision. Donc nous, quand on veut tester le système de manière efficace, on a des bandeaux, c'est les mêmes bandeaux qui sont utilisés dans les Jeux paralympiques, qui permettent de vérifier la cécité de tout le monde. Et donc on est vraiment dans un noir total, et c'est ces bandeaux qu'on utilise pour faire les tests du fauteuil. Voilà. On essaye de se mettre à la place d'un éventuel utilisateur malvoyant ou non-voyant pour se concentrer sur les décélérations du fauteuil et la direction des décélérations pour essayer de trouver la direction. Voilà. Donc bon, je vais me mouiller, je vais essayer cette démonstration devant vous. Voilà. Est-ce que... Ouais, alors normalement j'aime bien avoir un repère auditif pour trouver un... Bip, 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 bip. C'est Jean-Charles le repère auditif. Bip, 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 bip. J'ai l'impression d'avoir un repère qui bouge, non? Bip, 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 bip. Ah! Il y avait bien un repère qui bougeait. Ah oui, je m'attendais pas à passer la porte, pour tout vous dire. D'accord. Je laisse le temps de m'autoriser à passer. Donc une fois que les capteurs ont dépassé le seuil de la porte, il me ralentit le temps de passer la porte. Voilà, je suis heureux, pendant que tu passes par là, de te présenter le véritable ambassadeur du handicap à l'Armor Plage. C'est notre ami Yanaël, dont le premier exploit a été de pouvoir aller un jour
acheter des fondants au chocolat à la boulangerie du village. C'était le jour où on l'avait doté d'un fauteuil électrique qu'il ne pouvait pas conduire, parce qu'effectivement, comme tu le vois, il pilote son fauteuil électrique avec le pied. On a mis une demi-heure pour faire 350 mètres et arriver sans accident jusqu'à la boulangerie. Mais effectivement, avec ton invention, je pense que là, beaucoup des problèmes pratiques qu'on a rencontrés seront résolus. J'ai utilisé avec le fauteuil le passage d'une porte. Le passage dans un couloir étroit. Parce que je vois qu'au sol, la détection est plus large que le fauteuil. Exactement. Je me souviens d'avoir vu au salon à Rennes un fauteuil qui est équipé de détecteurs, comme sur les voitures, c'est donc des bip-bip, mais qui lui empêchait d'aller à droite et à gauche. Il donnait la rectiligne, en fin de compte, pour aller jusqu'au bout donc, du couloir. Est-ce qu'avec ce fauteuil également, c'est les mêmes possibilités? Alors, on n'a pas choisi la même logique. Eux, de mémoire, ils orientaient, c'est-à-dire que le fauteuil prenait un peu une décision pour l'utilisateur, et donc s'il y avait un couloir autour d'eux, ils continuaient à avancer. Là, vous l'avez vu, moi, je peux rentrer en collision avec l'environnement. Simplement, la collision va se faire en douceur. Donc, on pourra, si on est dans un couloir étroit, on pourra toujours aller tout droit, ou dans le mur, c'est simplement, on ira doucement dans le mur. Voilà. On ne sera jamais forcé dans une direction. Simplement, c'était une aide parce que c'était une charge cognitive en moins. Il y avait moins besoin de se poser de questions. On se dit, si le fauteuil permet de passer, c'est que j'ai la place de passer. Ou je ne vais pas avoir à me concentrer ou à me contorsionner pour regarder sur la droite, surtout qu'il y a des problèmes moteurs au niveau du cou. Regarder derrière au niveau de la droite, on fait confiance au système et donc il y a une charge cognitive en moins parce que le fauteuil prend la décision, entre guillemets, permet ou non le passage à pleine vitesse. Et s'il le permet à très faible vitesse, c'est pas grave parce que la collision elle se fera sans problème. Alors, tu visualises ? D'accord. Si une pente est progressive mais qu'elle finit à 90 degrés, est-ce que le fauteuil va s'engager ? Quand on regarde les capteurs, les points au sol actuellement, en permanence, là, le capteur il mesure la distance qui sépare le capteur du sol. Donc si le fauteuil il va dans une pente, si elle descend, en fait cette distance elle augmente. Et si la pente, elle monte, la distance, elle diminue. Cette diminution ou cette augmentation, dans le cadre des pentes, elle est progressive. C'est-à-dire qu'il va y avoir un point un peu plus haut que l'autre au fur et à mesure, ou un point un peu plus loin que l'autre au fur et à mesure. Dans le cas d'une cassure, elle se fait d'un coup. C'est-à-dire que le point il va être décalé de 10 valeurs par rapport à celui d'avant. Et du coup, nous, ce qu'on regarde dans l'algorithme, c'est ce décalage. Si le décalage il est progressif, on l'autorise toujours à avancer. Mais s'il est cassé d'un coup, alors là, on ne l'autorise plus à avancer. Donc oui, si on a une pente et que ça descend d'un seul coup, il l'arrêtera quoi qu'il arrive. Voilà. Il y a une deuxième limite à ce que je viens de dire. Nos capteurs, ils ont une plage de fonctionnement. Et quand un obstacle il est beaucoup trop proche, il n'y a plus rien qui revient sur le capteur, donc lui, il ne voit que du bruit. Et quand il y a un obstacle qui est beaucoup trop loin, il n'y a plus rien qui revient dessus non plus, et donc il ne voit que du bruit. Dans ces deux cas, le fauteuil s'arrête de la même manière. Avec une exception, c'est dans le cas où on a un obstacle très proche, lui, il ne voit plus rien, mais en fait, dans l'algorithme, on prend aussi en considération ce capteur-là. Et donc on dit, si lui, il ne voit plus rien, mais que lui, il voit qu'il y a quelque chose devant, on en déduit que c'est parce qu'il y a un obstacle qui est trop proche. Parce que lui, il n'est pas capable de différencier si l'obstacle est un espèce d'énorme précipice ou quelque chose de très proche. Parce que dans les deux cas, il n'y a rien de proche. Donc je remets au nom de la nouvelle association Santiago Accessible, au nom des donateurs, des mécènes de l'association, la somme de 8 000 € pour vous aider dans votre démarche. Radio, je vais vous demander de vous présenter. Claudine Debrassier, je suis présidente de la commission intercommunale d'accessibilité. C'est la commission à Lorient Agglomération qui travaille autour de toutes les questions qui relèvent de l'accessibilité sur le territoire de Lorient Agglomération. Ce qu'on appelle le HIT.
Alors, le HIT, c'est un projet d'envergure autour de la recherche, de l'innovation, etc., qui est un projet sur 8 ans au niveau de Lorient Agglo. La commission intercommunale d'accessibilité, elle existe, elle, depuis 2009 et elle a vocation à continuer. C'est une des compétences, en fait, de l'agglomération. Justement, cette recherche, on en a un projet concret avec la présentation d'aujourd'hui d'un fauteuil électronique. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est une avancée particulière? Alors, le secteur du handicap est un secteur où la recherche est permanente et continue. Et on voit bien, ils nous ont parlé d'intelligence artificielle tout à l'heure pour arriver à détecter des obstacles éventuels, ou si c'est du sable ou des graviers, etc. On a besoin, les personnes en situation de handicap ont besoin de la recherche pour avancer au niveau de la technologie. Mais à chaque fois, la recherche va de pair avec l'humain. Et on l'a bien vu, là, on est la recherche au service de l'humain pour faire du cas par cas sur du matériel vraiment adapté à la personne dans son milieu de vie lié à son type de handicap. Et en termes de financement, l'agglomération peut participer à ce type de projet? Alors, Elle a toute sa place? Alors, spécifiquement sur ce type de projet de recherche, non, pas dans ce cadre-là. Dans le cadre du projet HIT, oui, l'agglomération a investi énormément. Par contre, l'agglomération a plus un rôle de catalyseur, peut-être d'aider les personnes à se rencontrer, à travailler ensemble et surtout à résoudre les questions plus spécifiques liées à l'accessibilité pour ce qui concerne les mobilités. En particulier le transport en bus, enfin la mobilité. L'autre grand domaine, ça va être l'accès aux loisirs, tourisme, culture, etc. sur l'agglomération et le logement. Donc par exemple sur les innovations dans la politique du logement, actuellement il y a pareil une forme de prototype sur un logement accessible type qui pourrait être dupliqué dans n'importe quel type de logement social pour avoir des logements accessibles et adaptables pour tous. Donc la technologie va être sur le matériel au service des personnes en situation de handicap, mais également sur le logement, sur l'environnement, sur les mobilités, bref, tout ce qui fait qu'on puisse vivre de façon la plus inclusive possible. Et de manière plus générale, l'agglomération aussi a vocation à sensibiliser sur ces questions, son personnel et plus largement? Tout à fait, une action surtout de coordination avec les différentes communes. Donc moi je travaille avec les maires ou les élus en charge de ces questions d'accessibilité sur les communes de l'agglo pour les aider à travailler ou résoudre les problématiques en termes d'accessibilité. Et en termes de sensibilisation des agents, il y a des formations qui sont organisées pour les agents communaux par exemple qui font de l'accueil, mais aussi pour les agents qui travaillent dans les services techniques, puisque très souvent c'est eux qui mettent en place toutes des solutions concernant les voiries, en particulier dans les communes. Donc oui, un travail d'animation au niveau à l'échelle de l'agglomération. Les formations en question sont faites par des personnes en situation de handicap, qui eux-mêmes ont un agrément avec leur association, etc. Vous parliez du mois de l'accessibilité. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, c'est tout le mois de novembre. Sur le site de Lorient Agglomération, vous trouverez tous les renseignements. Je peux peut-être vous parler d'un jour qui doit être le 23 novembre de mémoire. Ce jour-là, c'est le Duo Day. Comment le Duo Day, c'est accueillir pendant une journée une personne en situation de handicap sur le lieu du travail, parce que la question aussi de l'emploi, c'est une question à part entière. On sait que le taux de chômage est plus important à partir du moment où on est en situation de handicap. Donc, Lorient Agglomération prend toute sa part, mais n'importe quelle commune, entreprise qui souhaite, sur cette journée-là du Duo Day, accueillir une personne en situation de handicap peut le faire pour mettre un zoom aussi sur comment on s'adapte au sein des entreprises, au sein de nos collectivités pour faire plus de place aux personnes en situation de handicap. Merci beaucoup pour J'aime Radio. Merci à vous et bonne